La boîte, c'était pour moi. Je suis fracassé du dos depuis 4 jours. Il faut que ma femme ou mes enfants m'aident à sortir du lit le matin. Le vétérinaire dit que c'est pas grave, que j'ai juste besoin de 2 ou 3 jours de repos. Mais je ne voulais pas rater la journée. Je voulais absolument être ici, comme vous. Vous êtes tous venus des 4 coins du pays, parce que c'est un plaisir de vous revoir. C'est un plaisir de rencontrer chacun, de lui faire la bise, de causer 2 minutes. Je pense que je me suis fait plus d'amis à Nouvelle-Donne depuis 1 an qu'au PS en 15 ans. Mais... Tout à l'heure, j'avais vraiment mal au dos et en reprenant mes petits médicaments, je me souvenais de cette phrase. Vous savez, une vieille femme qui faisait le boycott des bus à Montgomery en 1955, quand a commencé la Grande Marche, et cette femme qui disait « Mes pieds sont fatigués, mais mon âme est joyeuse ». Et je pense que tous ici, on est fatigués. Il y a tous les bénévoles qui ont donné un coup de main, il y a tous les permanents, les membres du Conseil national. Je pense que tous, on est un peu fatigués de ce qu'on a fait depuis 1 an, depuis quelques semaines, mais que notre âme est joyeuse et qu'on a tous conscience que ce qu'on fait en ce moment est vraiment très important. Alors, je ne vais pas être très long. Je vais pas être... Ça, c'est l'UMP qui disloque les sabotages. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui m'ont dit « On va gagner. On peut gagner. » Et je crois que vous avez raison. Je crois que quand on voit tout le boulot qu'on a fait depuis 1 an, tous ensemble, on peut gagner. On peut participer à un mouvement très fort, populaire, joyeux. L'insurrection des consciences dont parlait Stéphane Hessel. Stéphane n'est plus là, mais on va essayer tous ensemble de reprendre le flambeau. Et quand Stéphane et Edgar Morin disaient qu'ils voulaient provoquer une insurrection des consciences, je crois que cette insurrection est en train de naître. On était 4 millions dans la rue l'autre jour, on est 4 millions à vouloir se retrousser les manches et à ne plus accepter que d'autres décident à notre place ou que d'autres laissent notre société se fracturer et s'effondrer. Donc oui, j'en suis convaincu. Ce que nous portons, Thomas Guénolé l'a dit tout à l'heure, je crois vraiment que ce que nous portons correspond aux attentes de la société française. Que ce que nous portons, ce n'est pas par hasard. Il y a aussi bien des jeunes que des vieux, des gens qui n'ont jamais fait de politique et puis des gens qui ont été 20 ans dans un parti, des gens qui sont chefs d'entreprise et des gens qui sont syndicalistes. Si on est 11 000, 12 000 à se rassembler autour de ce projet, si autant de gens ont voté pour nous aux européennes alors qu'on avait 3 minutes d'accès à la télé et à la radio, je pense que ce qu'on porte est vraiment très important et que oui, on peut créer la surprise. Isabelle vous l'a dit, dimanche dernier, on a eu la chance d'être à Athènes. Et c'était impressionnant de voir comment une société était joyeuse de se libérer, comment les jeunes et les vieux étaient dans la rue, comment les gens qui n'avaient jamais voté ou qui n'avaient pas voté depuis très longtemps étaient là. Une retraitée qui me disait qu'elle était fière d'être grecque, parce que ses enfants, ses petits-enfants auraient une vie beaucoup plus normale, qui retrouvaient leur fierté. Donc oui, je crois qu'on peut créer la surprise. Et quand on se promenait à Athènes dimanche dernier, on s'est rendu compte que le siège du PASOK, enfin la permanence du PASOK, il n'y avait, c'est-à-dire le PS, le Parti socialiste grec, qui avait dominé la vie politique pendant des décennies, il n'y avait plus personne. C'était juste incroyable. Le PASOK, le PS grec, qui était à 40%, est tombé en quelques années à 4%, et il n'y avait plus personne. Le QG était fermé, il n'y avait plus qu'un petit drapeau qui traînait dans la rue. Donc je crois qu'on est dans un moment d'effondrement, pour le meilleur ou pour le pire. On sait que dans les moments de crise, ça peut être des monstres qui surgissent quand le nouveau est empêché de naître, mais peut-être que pour le meilleur, Nouvelle-Donne peut participer à créer la surprise. Alors, tout le monde l'a dit aujourd'hui, on ne peut pas se résigner. On ne peut pas se résigner quand on nous explique qu'en 2017, on aura seulement le choix entre l'UMP et le FN. Et la première fois que j'ai longuement parlé avec Karine, c'était à la braderie de Lille. Tu t'en souviens peut-être? On était à la braderie de Lille, moi qui ne suis pas du tout un ch'ti, je suis un basco-béarnais pur porc, et j'étais invité par les copains de Lille, et je découvrais la braderie. Et Karine est venue me voir en disant « Est-ce que vous accepteriez de venir à Hénin-Beaumont ?» Et je lui ai dit d'abord qu'elle pouvait me tutoyer, comme tout le monde, on est dans le même mouvement, et que oui, évidemment, je serais très heureux qu'on fasse un débat à Hénin-Beaumont. Et c'est comme ça qu'on va lutter contre le Front National, et c'est comme ça qu'on va lutter contre l'abstention, c'est en allant faire des débats là où les gens ne vont plus, sans médias, sans télévision, sans radio, pour montrer qu'effectivement, les citoyens peuvent reprendre la main, qu'il n'y a aucune fatalité, qu'il y a des solutions contre le chômage et la précarité. Alors oui, est-ce qu'on peut gagner, est-ce qu'on peut créer la surprise d'ici 2 ans? Je crois que oui, qu'on est crédible, déjà vu tout ce qu'on a fait depuis 1 an, qu'on peut être fier et que ça nous donne un élément de crédibilité. Quand l'autre jour sur Canal+, Antoine Decaune demande si Nouvelle-Donne est le Syriza français, chaque pays est différent, on ne sera pas le Syriza ni le Podemos, mais ça veut dire qu'on existe vraiment et que ce qu'on a fait tous ensemble depuis 1 an est assez fabuleux. On peut être fier des 500 000 personnes qui ont voté pour nous aux européennes. On peut être fier de voir toutes les têtes de liste parmi les plus jeunes. Tu avais quel âge? 29 ans, Joseph, quand tu es... Voilà, je pense qu'on est le mouvement politique qui donne le plus de place, et c'est tout à fait normal, à ceux qui ont entre 25 et 30 ans.
On peut être fier quand on voit un prix Nobel, Jean Jouzel, qui explique à la radio pourquoi ils nous soutiennent, un prix Nobel de la paix pour ce qu'il fait sur le climat, et qui dit voilà pourquoi Nouvelle Donne est le seul mouvement qui a une vraie ambition pour lutter contre le dérèglement climatique. On peut être fier, je pense qu'on est le seul mouvement assez fou pour dire qu'on peut mettre 1000 milliards pour sauver le climat. Au début, on nous a dit que c'était un peu facile comme slogan, 1000 milliards. Mais je peux vous dire que l'autre jour, on était avec Benjamin et on rencontrait Philippe Mechtat, Benjamin qui est le permanent qui s'occupe de ces questions, et on rencontrait Philippe Mechtat. Philippe a été pendant 11 ans le patron de la Banque européenne d'investissement. Il a été pendant 10 ans le ministre des Finances du Luxembourg, de la Belgique, pardon. Et au bout de 2 heures, il me dit « Vous m'avez convaincu, je crois qu'on peut vraiment mettre 1000 milliards sur le climat. » J'en avais des frissons dans le dos. Quand un gars de ce niveau, il a été consulté 2 fois par Juncker pour faire le plan Juncker. Le plan Juncker, en tout et pour tout, il y a 16 milliards. Et quand au bout de 2 heures de travail, il me dit « Vous m'avez convaincu, on peut mettre 1000 milliards. » Et je comprends les blocages allemands en ce moment, mais je crois qu'avec vos idées, votre façon d'argumenter, les dirigeants allemands peuvent... Oui, on peut être acteur de l'histoire, on peut être fier de ce que porte Nouvelle Donne. On est les seuls à avoir cette ambition et à se donner les moyens de travailler avec des gens très différents pour dire que cette ambition est possible et qu'elle est crédible. On peut être fier de tout le travail fait par les groupes locaux. Je ne vais pas citer tout le monde, mais je suis scotché, quand je n'arrive pas à lire tous mes mails, tout le monde le sait, mais quand je suis scotché, quand je vois tout ce qui bouge aux 4 coins du pays, j'en suis à 95 000 mails non lus, donc je vous demande encore de m'excuser, tous ceux qui viennent me voir gentiment en disant « Pierre, on t'a envoyé un mail, tu sais, pour le débat à Cahors, Pierre, le débat à Brest ». Donc je vous demande de m'excuser, nous allons nous améliorer, mais j'ai un peu plus de 95 000 mails non lus. Donc voilà pourquoi mais je redeviens sérieux. On peut être fier de tout ce qu'on fait dans nos groupes locaux. Le groupe des Vosges, qui travaille avec 150 salariés, qui se battent contre la fermeture d'une usine et qui aide ces salariés à argumenter contre les actionnaires. C'est comme ça qu'on fait de la politique autrement. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de radio, mais ils sont aux côtés des salariés qui se battent pour débloquer la situation. À Hénin-Beaumont, je le redis, ça avait de la gueule. On est allé sans caméra, sans vidéo, et c'était dans une boîte de nuit. C'était assez surréaliste, comme il n'y a aucune salle pour les débats républicains. Karine et les copains du groupe d'Hénin-Beaumont avaient trouvé un copain qui nous a prêté une boîte de nuit. Il y avait les boules à facettes, mais jusqu'à 23 h, il était d'accord pour ne pas mettre les boules à facettes. Et on a parlé, et les gens d'Hénin-Beaumont étaient contents. Ce n'est pas des pestiférés. On pense qu'ils ont des raisons d'être en colère. Et on leur a montré qu'il y avait d'autres solutions que de voter pour le FN. La première fois, il y avait peut-être que 90 personnes, mais on retournera à Hénin-Beaumont dans un mois et on retournera partout où les gens ne font plus de politique, où les salariés, les retraités, les paysans, les étudiants sont désespérés, ne veulent plus croire à la politique. Et je pense que c'est notre travail dans les mois qui viennent de faire de la politique autrement et de montrer qu'on peut effectivement reconstruire l'espoir. On peut être fier d'avoir une députée comme Isabelle, qui est la première à être totalement transparente avec les 130 000 € de sa réserve parlementaire. Et vous le savez, qui donne un jury de citoyens tirés au sort. C'est juste la première fois en France. La plupart des députés, il ne faut pas le minimiser, ce n'est pas parce qu'Isabelle est là qu'il faut ne pas en parler, c'est juste génial. La plupart des députés et des sénateurs donnent l'argent à des copains pour favoriser leur réélection et leur 8e mandat. Isabelle explique, voilà, je suis à Nouvelle Donne, j'ai des valeurs, j'ai une grille, je ne suis pas l'UMP ou FN, mais après ça, c'est des citoyens tirés au sort qui décident chaque année de ce qu'on fait de ces 130 000 €. Et ces citoyens sont scotchés parce qu'ils pensent qu'ils vont instruire les dossiers, mais qu'après ça, c'est la députée qui prendra les décisions. Eh bien non, la députée accepte les décisions prises par les citoyens et elle met sur son titre les décisions, ce sont ces citoyens qui les prennent vraiment. Nous sommes fiers, je trouve, d'être dans un mouvement qui essaye la conciliation. On a eu des difficultés avec tel ou tel adhérent, tel ou tel groupe local. Il y a d'autres partis où j'ai été, où on serait allé à l'affrontement, on aurait été dans un processus d'exclusion ou d'engueulade en public. Et on essaye, par le dialogue, par la conciliation. Et je voudrais remercier les conciliateurs qui passent des heures bénévolement là-dessus. Mais je trouve que ça a de la gueule. On est sans doute le premier mouvement politique en France qui mise sur l'intelligence, la non-violence et la conciliation pour régler ces problèmes. Donc oui, je pense qu'on a plein de raisons d'être fiers, mais qu'on a tous conscience aussi de tout le boulot qui nous reste à faire. Pas besoin de vous dire la gravité de la situation, le chômage qui explose, 30 000 chômeurs de plus tous les mois et 40 000 personnes qui tombent dans la pauvreté, le climat qui part en vrille, tous les mois, il y a une étude qui nous montre à quel point le problème climatique devient gravissime et qu'on n'a plus qu'un petit nombre d'années pour corriger le tir, le Front National qui est à 30% dans les derniers sondages, et la classe politique continue comme si de rien n'était, tout est à reconstruire. Après 40 ans de dérégulation, après 40 ans où l'UMP et le PS se succèdent au pouvoir en France en faisant quasiment les mêmes politiques, tout est à reconstruire et c'est l'objectif de Nouvelle Donne. Le prochain livre de Michel Rocard, qui va sortir dans 2 semaines, s'appelle « Suicide de l'Occident, suicide de l'humanité ».
Et je pense que c'est bien face à, si nous ne sommes pas capables de changer radicalement et très vite de modèle de développement, si on n'est pas capable très vite au niveau français comme au niveau européen de changer de voie très vite, je pense effectivement qu'on va vers un effondrement de civilisation. Et c'est le rôle de Nouvelle Donne de dire aux citoyens la gravité de la situation et de montrer qu'il y a des solutions. Je ne fais plus aucune confiance, nous ne faisons plus aucune confiance à l'UMP et au PS. Et quand on dit que Nouvelle Donne veut dire la vérité en matière économique, on dit la vérité sur la croissance, on dit la vérité sur le dumping fiscal, on dit la vérité sur... Voilà. Et je pense qu'il faut dire la vérité aussi en matière politique. Nous ne pouvons plus du tout leur faire confiance. Ils sont incapables de se remettre en cause. Moi, je me souviens, après le 21 avril 2002, François Hollande m'avait expliqué que c'était un choc historique le 21 avril 2002, qu'il fallait que je rentre au PS et que le PS allait se mettre à bosser. Ils n'ont rien compris au 21 avril 2002. Au bout de 48 heures, ils ont recommencé leur petite magouille comme avant. En 2005, il y a eu le référendum, il y a eu les émeutes dans les banlieues. Ils ont dit tous qu'on était dans un moment de crise démocratique, de crise, qu'il fallait revoir le pacte social. En 2005, vous vous souvenez, ils n'ont rien changé. Après les municipales de 2014, le PS s'est pris une baffe historique. Ils nous ont dit pendant 48 heures que, vu le niveau d'abstention, vu le niveau du Front National, vu la perte, qu'ils allaient se remettre en cause. C'était une crise historique. Ils ont été incapables de se remettre en cause. Après les attentats à Charlie il y a 3 semaines, ils nous ont dit qu'il fallait tout revoir, qu'on était dans un pays. Manuel Valls a dit qu'on était dans un pays où il y avait un apartheid social. Bon, c'était des mots très très forts. On s'est dit cette fois-ci, il a compris. Ben non, rien du tout. On fait voter la loi Macron et tout le monde doit voter comme un seul homme, alors que Macron lui-même dit que cette politique est un échec et qu'on va dans le mur. Donc voilà, les amis, il faut être très très clair. Nous n'avons plus rien à attendre du PS et de l'UMP. Il faut le dire, il faut montrer qu'il y a d'autres solutions. Alors, il faut montrer qu'on peut faire de la politique autrement. Faire de la politique autrement, il y a au moins trois façons de faire de la politique. Je me souviens d'une histoire qu'on me racontait quand j'étais petit. C'est un homme qui marche, c'est en Inde, c'est un homme qui marche sur la route et qui voit un monsieur près du chemin avec un burin et un marteau. Et il voit cet homme, il lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il dit « Je casse des cailloux. Je casse des cailloux. » Puis il marche encore un peu, et puis 100 mètres plus loin, il voit un autre homme qui a les mêmes outils et qui fait la même chose. Il lui demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et le deuxième répond « Moi, je suis tailleur de pierre. » Et puis il marche encore le long du chemin, et puis il voit un troisième homme qui a les mêmes outils, qui fait les mêmes gestes, et il lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Et le troisième dit « Je construis un temple pour mon Dieu. » Ils font le même métier, mais c'est trois visions différentes. Et pour la politique, il y a au moins trois façons de voir les choses. Il y a une façon de faire la politique, c'est « Je prépare ma réélection. Je blinde, je cumule les mandats pour être sûr d'être réélu, je finance les copains, et youpla boum, je veux être réélu, et après moi le déluge. » C'est une façon de faire de la politique, ça existe pas mal dans nos pays comme chez les voisins. Une deuxième façon de faire de la politique, c'est « Je veux, c'est déjà beaucoup mieux, je veux une vraie réforme fiscale qui va permettre de créer un impôt progressif. » C'est déjà beaucoup mieux. Et puis il y a une troisième façon, « Je veux créer un temple pour mon Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire dans une société laïque? Ça veut dire qu'on veut mettre au plus haut la dignité de l'homme et de la femme. Le Dieu au service duquel on est, c'est la dignité de l'homme, de la femme, le jeune, le vieux, le Français pur port depuis 8 générations que je suis, ou le jeune immigré qui a traversé la Méditerranée et qui veut vivre avec nous, qui veut vivre chez nous. Oui, notre but, c'est de construire un temple. Ce temple, ça s'appelle la République. Et on était des millions dans la rue le 11 janvier, et on veut se battre pour la République, et il faut tout reconstruire. La République est bien vivante. La bonne nouvelle qu'on a vue, on était des millions. La République est bien vivante. Nous sommes des millions à y croire encore, mais elle est bien malade. Qu'est-ce que ça veut dire de parler de liberté? Quelle est la liberté d'un homme ou d'une femme qui vit avec 470 € par mois et à qui on a coupé l'eau? Quelle est la liberté d'un jeune qui alterne les CDD et les stages et les intérims et qui a 28 ans et encore chez papa et maman et ne peut pas prendre librement son envol? Qu'est-ce que ça veut dire de parler d'égalité quand tout près du siège du QG de Nouvelle Donne, rue de la Roquette, presque tous les soirs, on voit des hommes et des femmes, ceux qui sont venus au QG, vous savez, il y a un magasin Carrefour qui est juste à côté, et presque tous les soirs, on voit des hommes et des femmes qui sont dans les poubelles du Carrefour pour trouver de la nourriture. Mais dans le même quartier de la Bastille, j'ai vu par hasard la feuille de salaire d'un copain qui gagne 200 000 € par mois. Comment est-ce qu'on peut encore parler d'égalité quand dans le même quartier, il y en a un qui gagne 200 000 par mois et quand il y en a des dizaines qui dorment dans la rue, qui sentent mauvais parce qu'ils ne peuvent pas se laver et qui cherchent de la nourriture dans les poubelles du Carrefour? Qu'est-ce que ça veut dire de parler de fraternité? Qu'est-ce que ça veut dire de parler d'égalité quand les enfants d'ouvriers ont 8 fois moins de chances d'aller dans une grande école ou 6 fois moins de chances d'aller à l'université que les fils des cadres supérieurs? Et qu'est-ce que ça veut dire de parler de fraternité?
Est-ce qu'ils y croient encore? Les grands élus qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, qui s'accrochent au pouvoir, est-ce qu'ils y croient encore à la fraternité? La réponse est non. Je ne juge pas les personnes, mais visiblement, collectivement, ils s'en foutent de la fraternité. Il y a un mépris pour le peuple, il y a un mépris pour les gens qui devient insupportable. Or, la fraternité, c'est peut-être le truc le plus ambitieux, enfin les trois valeurs de la République sont aussi importantes, mais la fraternité, à Nouvelle-Donne, on y croit vraiment. La fraternité, c'est, je pense, ce qui nous empêche de dormir quand on voit un homme ou une femme qui est dans la rue et qu'on se dit c'est pas possible que dans un pays aussi riche, il y a un homme ou une femme qui soit dans la rue. La fraternité, c'est ce qui nous empêche de dormir quand un enfant est en situation d'échec en CM1 et qui va traîner ça toute sa vie comme un boulet. La fraternité, c'est ça qui nous empêche de dormir, c'est ça qui nous met en mouvement, c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui fait qu'on fait confiance à l'intelligence. Beaucoup l'ont dit, Isabelle a parlé de l'intelligence, Michel Fugain a parlé de l'intelligence. Si l'autre est un frère, si l'autre est une sœur pour de vrai, on ne peut pas accepter qu'il dorme dans la rue, on ne peut pas accepter qu'il vive n'importe comment. Mais si l'autre est un frère, il est aussi capable de comprendre, il est aussi capable de se lever et de se mettre en mouvement. Et donc je pense que la fraternité est un levier très très puissant. On y croit, on était des millions dans la rue, il faut qu'on arrive à faire vivre cette fraternité. Cette fraternité nous pousse à dire à chacun, tu vaux mieux que ça. On est dans une société aliénante qui renvoie une image détestable aux gens. Moi, j'ai un de mes fistons qui on faisait les révisions l'autre jour, il m'expliquait qu'on était des homo sapiens sapiens. Effectivement, a priori, on apprend dans les livres de biologie qu'on est des sapiens sapiens. Mais quand on voit nos conditions de vie, quand on voit comment l'homme est bousculé d'une crise à l'autre, comment on est incapable, qu'on vote pour la droite ou pour la gauche, c'est toujours les mêmes politiques, quand on voit l'image que nous renvoient nos élites, on se demande vraiment si on est des sapiens sapiens ou si on est juste ballotté d'une crise à l'autre et peu de choses. Et je pense que la fraternité nous appelle à dire à chacun, tu vaux mieux que ça, tu vaux mieux que ça, tu vaux mieux que tes conditions actuelles. Toi, que tu t'appelles Christine ou Jean-Pierre, que tu t'appelles Khaled ou Fatima, que tu t'appelles Rachid ou Youssef, tu vaux mieux que ça. Tu as une intelligence, tu as une conscience, et on compte sur toi, tu peux être acteur du changement, tu peux décider de ton avenir, pas tout seul, mais en étant ensemble, on pourra le faire. La liberté... Les néolibéraux nous font croire, les libéraux nous font croire que l'homme et la femme ne sont que des rouages d'un système économique, des rouages qui servent à un moment et puis qu'on peut foutre en l'air quand on a besoin d'autres rouages. Les libéraux nous font croire que la plus grande liberté, c'est de choisir entre un Samsung et un Nokia. Ben nous pensons que l'homme et la femme ne sont pas juste des rouages d'un système économique. Nous pensons qu'on peut aspirer à une liberté plus grande. Et voilà ce que nous voulons dire. Le bonheur est une idée neuve en Europe. C'est Saint-Just qui le disait. Et quand on voit ce qui se passe en Grèce, quand on voit ce qui se passe en France, quand on voit ce qui va peut-être bientôt se passer en Espagne, oui, le bonheur est une idée neuve en Europe et la fraternité était vraiment une idée neuve. J'aimerais qu'on creuse cette question. Là, je suis crevé ce soir et je ne suis peut-être pas très clair, mais je pense qu'il y a un pouvoir détonnant dans la fraternité. Vous vous souvenez la pub, je ne sais plus qui disait « J'ai 8 secondes pour vous dire que Ovomaltine, c'est de la dynamite ». Eh bien, je pense qu'on a 2 ans devant nous pour montrer que la fraternité, c'est de la dynamite et qu'on peut faire casser tous les tabous, qu'on peut casser tous les blocages de la société avec la fraternité. Alors, il faut que je conclue. Pour gagner, il faut passer à l'offensive. On veut gagner. Il y en a plusieurs qui l'ont dit ce matin, on veut aller plus vite. Il faut accélérer, il faut passer le turbo. On est très fiers de ce qu'on a fait depuis 1 an, les européennes, les journées d'été, le travail sur les statuts, c'est quand même fondamental, hein. Je fais partie de ceux qui ont parfois grogné en disant que le travail sur les statuts, c'est compliqué, les architectes sont géniaux, mais ça prend du temps, tout ça. Mais c'est juste fondamental. C'est juste fondamental. Comment est-ce qu'on peut croire qu'on va créer une 6e République où chacun sera écouté et pris en compte si déjà à 12 000, on n'est pas capable de mettre en place des statuts qui font que chacun et chacune est écouté. Donc ce n'est pas du temps perdu, c'était juste fondamental d'élaborer collectivement des statuts, de les mettre en place, de choisir de nouvelles instances et de mettre en place un système qui permettra de les améliorer. Je suis très heureux, même si parfois j'ai grogné comme d'autres, mais je suis très très heureux. Je remercie les architectes, je remercie les 4 000 qui ont donné du temps. Je suis très heureux qu'on ait fait ce travail démocratique. Mais maintenant, il faut se retourner, mettre 100% ou 120% de notre énergie vers les citoyens. Et pour gagner la bataille, il faut vraiment passer à l'offensive et avoir en même temps, vu l'inertie du système, il faut le prendre en tenaille, être en même temps très visible dans les grands médias, être sur les réseaux et faire ce travail de proximité qui est absolument indispensable. Pendant quelques mois, on avait un peu disparu des écrans radars, certains s'inquiétaient, et puis là, depuis une semaine, ça va un peu mieux. Et donc, au total, là, depuis 1 mois, je pense qu'entre les télés, les radios, il y a 3 millions ou 4 millions de gens qui ont entendu parler de Nouvelle-Donne. Génial, c'est quand même colossal,
il y a 3 millions ou 4 millions de personnes qui ont entendu parler de Nouvelle Donne. Mais je pense qu'aucun et aucune n'a été convaincu. Ils ont peut-être été intéressés, ils ont peut-être dit qu'il y avait quelque chose de différent, il y en a des milliers qui sont venus sur le site, mais on ne convainc pas qu'on a 1 minute pour répondre à Jean-Michel Apathy sur Canal+. Voilà. Donc on ne peut pas, on peut intéresser, on peut dire que Nouvelle Donne existe, mais après ça, le boulot fondamental, il est, je ne sais plus qui disait ce matin que j'aimerais être sur les marchés avec des piles de bouquins. Oui, eh bien on va les faire. On a pris un peu de retard, mais ceux qui étaient au collectif Roosevelt se souviennent le petit bouquin que les syndicats belges nous avaient dit de faire, qu'on a écoulé à 70 000 exemplaires. Et au mois de mars, on en aura à 100 000 exemplaires et on va l'écouler. On a 100 000 personnes qui avaient signé pour le collectif Roosevelt. Le pacte de Nicolas Hulot, il y avait eu 700 000 personnes qui avaient signé. Je pense que si on fait tous bien notre boulot, aussi bien les porte-paroles nationaux que les 12 000 sur le terrain, si tous ensemble on fait notre job, on va lancer une campagne, elle va durer 6 mois, peut-être qu'après ça il y aura la tournée des plages, peut-être on verra ce qu'on fait en septembre, mais il y a un travail de longue haleine, on va tous se former. On a décalé le lancement de la campagne, je vais y revenir, mais du coup ça nous fait un mois de plus, le mois de février, pour nous former et que les 12 000 se sentent vraiment à l'aise, et on va lancer ce travail. On me dit qu'il faut que je conclue. Alors, je vais conclure. Je suis trop long. Comment je ne voudrais pas éluder la question de la stratégie dont on a parlé. Donc, je dis quand même pourquoi est-ce qu'on a retardé. C'est parce que, avec ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, on s'est dit qu'on serait inaudible et puis qu'on n'était pas tout à fait prêt sur le fond parce qu'on va être vraiment au top. Donc sur les questions de logement, on travaille avec la Fondation Abbé Pierre, on travaille avec plein d'experts sur les questions d'agriculture, on travaille. Donc le fait de travailler avec les commissions, avec des réseaux extérieurs, nous a fait un peu de retard. Mais rassurez-vous, au mois de mars, on lancera l'opération et on sera très visible. Et le fait d'avoir un peu de retard n'est pas forcément très grave. Au début, on n'était que 15 quand on a lancé Nouvelle Donne. On a retardé 3 fois le lancement. Voilà. Mais le lancement a été réussi. Cette assemblée générale est plutôt une réussite. Au début, elle devait avoir lieu le 6 et le 7 décembre. On l'a décalé de 1 mois et demi. Mais finalement, on est très heureux d'avoir décalé. Les statuts sont bons. Et donc, le fait de décaler ne doit pas vous inquiéter. Et on fait tout pour être très, très visible au mois de mars et que tous les outils, les bouquins, les vidéos, la formation, tout soit au point. Alors, je finis. On n'a pas le droit d'échouer. On n'a pas le droit d'échouer. Ce que me disait un journaliste il y a 2 semaines, il me dit « Vous avez vraiment fait du très bon boulot depuis 1 an. Mais maintenant, vous n'avez plus le droit d'échouer. Si vous échouez dans vos pratiques démocratiques, si vous échouez sur le projet, si vous échouez à faire changer les choses, ça donnera l'impression que rien n'est possible. Et comme vous avez réussi le lancement la première année, vous êtes obligé de réussir. Alors, comment réussir? Je crois que... La question de la stratégie a été débattue longuement tout à l'heure. Et on décidera collectivement, dans les 6 mois qui viennent, dans l'année qui vient, la question des stratégies sera de nouveau débattue et décidée collectivement. Mais je crois effectivement, comme dit Isabelle, qu'on ne va pas attendre 2022 pour faire bouger les choses. Au PS, tout le monde s'est résigné, on nous explique que Manuel Valls, que Montebourg ont des stratégies pour 2022 ou pour 2027, voilà. Mais si on croit à ce qu'on dit sur la gravité de la crise sociale, de la crise climatique, sur les questions de laïcité, de vivre ensemble, si on veut vraiment changer l'Europe avant qu'elle s'effondre, ce n'est pas en 2022 ou 2027 qu'on va être aux manettes, c'est en 2017. Alors comment faire ? Premièrement, faire exister Nouvelle Donne. Il faut que tout le monde entende parler de Nouvelle Donne dans les 6 mois qui viennent. Il faut qu'on soit partout, il faut qu'on surprenne les gens positivement, il faut qu'on impose nos idées dans le débat public. Ce travail est fondamental. Thomas Guénolé disait faire vivre la marque Nouvelle Donne. Ce n'est pas un problème de marque, même s'il ne le disait pas négativement, mais c'est qu'on veut effectivement qu'un maximum de gens, et si les 100 000 bouquins sont écoulés au bout de 2 mois, on en refera 100 000 encore, mais il faut vraiment que le maximum de gens, on puisse leur dire prenez un week-end pour le lire, vous pouvez comprendre et être acteur du changement vous aussi. Donc premièrement, faire exister Nouvelle Donne. On est à 3% aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous empêche d'être à 10% dans 6 mois ou dans 8 mois? Il faut que Nouvelle Donne s'impose dans le débat public. Et après ça, est-ce qu'on va être Podemos, qui émerge tout seul? Est-ce qu'on va être Syriza, qui est un rassemblement de 10 ou 11 partis politiques? Est-ce qu'on va être quelque chose de nouveau? Moi, ce dont je suis sûr, c'est qu'aucun de nous ne voudra faire de la vieille politique des alliances à l'ancienne. Les alliances à l'ancienne, ça fait gagner du temps. Les alliances à l'ancienne, ça fait gagner du temps, mais après ça, on déçoit les gens. Quand la SFIO est morte, Mitterrand a réuni la gauche avec Épinay. Des grands discours sur l'argent qui corrompt, l'argent qui pourrit. C'est un cartel d'appareils, il a réussi à voilà. Ça a marché, à l'époque ça marchait. Moi, aujourd'hui, je crois que ça ne peut pas marcher. On ne va pas construire un rassemblement par un cartel de partis avec des alliances, avec des discours creux. Donc, par contre, je pense effectivement que ce qui s'est fait dans quelques villes, dans quelques départements,
Peut-être que dans 2 ou 3 régions, on sera capable de le faire, si ça a du sens, s'il y a une vraie charte éthique, s'il y a vraiment des processus démocratiques différents, si on a travaillé sur le fond. Donc je ne crois pas du tout à une alliance par le sommet, à un cartel d'appareils. Par contre, je crois que des citoyens peuvent se rassembler. J'ai été très heureux quand j'étais à Amiens pour soutenir Laurent Pinatel, le patron de la Confédération paysanne, et qu'en sortant du palais de justice, Laurent Pinatel expliquait qu'il avait voté pour Nouvelle Donne et qu'il était heureux de voir des centaines de personnes qui étaient là. Il parlait d'une convergence joyeuse. Il expliquait qu'il fallait qu'on organise une convergence, un rassemblement autour des idées de Nouvelle Donne. Il ne s'agit pas d'être hégémonique, mais il s'agit de dire qu'effectivement, nos idées en matière sociale, en matière de climat, en matière de démocratie, doivent petit à petit diffuser et que le rassemblement doit se faire par les réseaux, par les citoyens, à partir de ces idées. Alors je finis pour de vrai. Nous n'avons pas le droit d'échouer. 2017 doit être vraiment l'occasion d'un nouveau départ. Je rêve que nos idées soient au pouvoir en 2017. C'est tout à fait possible si on bosse bien d'ici là. Je rêve qu'on prenne 3 mois pour négocier un nouveau contrat social. Je rêve qu'il y ait une constituante avec moitié de députés, moitié de citoyens tirés au sort, qui ait 3 mois pour élaborer une nouvelle constitution. Et je rêve qu'après 3 mois de travail sur un nouveau contrat social, qu'après 3 mois de travail sur une nouvelle constitution, il y ait le même jour un double référendum. Et qu'en décembre 2017, le peuple, non pas 3 énarques ou 3 ministres, mais que le peuple décide si oui ou non il croit à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Et si le peuple, le même jour, par un double référendum, approuve ce nouveau contrat social et ce nouveau contrat démocratique, la 6e République, et ça changerait tout. Je rêve qu'en 2017, on soit capable de construire une nouvelle Europe, de redémarrer l'Europe avec 8 ou 9 pays. Et je crois que notre stratégie est la plus solide pour changer l'Europe en 1 an ou en 2 ans. Le 11 janvier, le peuple s'est réveillé. Ça fait des mois qu'on expliquait que le mur de Berlin était tombé quand le peuple s'était réveillé. J'ai passé mes soirées à citer Václav Havel. Le peuple s'est réveillé avec une rapidité bouleversante. Chacun de nous peut changer le monde. Et je pensais à Václav Havel en étant bloqué place de la République, comme tout le monde. Pendant 3 heures, je n'arrivais plus à avancer. Tellement on était nombreux le 11 janvier. Le peuple s'est réveillé. Et c'est magnifique. À nous de tout faire pour que le peuple reste réveillé. À nous de tout faire pour que le peuple ne se trompe pas de combat. À nous de tout faire pour que le peuple, joyeusement, reprenne son avenir en main. Les amis, si on rassemble tous ceux, si on est capable de parler à tous ceux qui se sont levés le 11 janvier et qui veulent prendre leur avenir en main, on peut gagner. Oui, on va gagner.